Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire de Géochronique. Je suis le rédacteur en chef du magazine. Alors, nous accueillons aujourd'hui Laurent Beccaletto, vous avez à l'image, qui va nous parler donc des bassins carbonifères permiens français qui ont fait l'objet de notre dossier Géochronique, comme vous pouvez le voir à l'écran, le numéro 168 qui est sorti en décembre 2023. Et ce numéro, donc, comme c'est affiché, comme l'affiche Sébastien, ce numéro est encore disponible auprès de la Société géologique de France. Au cas où vous ne l'auriez pas encore acheté, il est encore disponible. Alors, je vais vous présenter rapidement notre présentateur d'aujourd'hui, notre orateur. Alors, Laurent, c'est Laurent qui a coordonné ce dossier, c'est pour la raison pour laquelle il est là. Donc, il est géologue au Bergem depuis 2017. Et auparavant, il a passé 8 ans à l'Université de Lausanne dans l'équipe du professeur Stampfli, pas évident à prononcer, qui est célèbre pour ses reconstitutions paléogéographiques notamment. Au BRGM, Laurent Beccaletto travaille dans l'équipe géologie des bassins sédimentaires, où il est spécialisé dans l'étude des bassins à travers les données de subsurface que sont le forage et la sismique. Et comme son équipe appartient à la direction des ressources du BRGM, il travaille fréquemment sur des projets internationaux et sur des projets d'appui aux politiques publiques sur les thématiques qui sont liées aux ressources comme la géothermie, l'hydrogéologie, la recherche d'hélium, d'hydrogène, etc. Alors, sur le sujet spécifiquement qui nous concerne aujourd'hui, Laurent Beccaletto poursuit une activité de recherche importante qui l'a conduit d'ailleurs à la soutenance et l'obtention de son HDR l'année dernière. Donc voilà pour la présentation. Alors, je vous informe donc que, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré et à l'issue de la présentation, il sera disponible sur le site YouTube de la SGF. Donc, n'hésitez pas à en faire la promotion autour de vous pour ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion de se libérer maintenant pour ce webinaire. Donc, bien, Laurent, je te laisse la parole. Oui, merci Bernard et bonjour à toutes et à tous. Je commencerai directement par remercier le comité de direction de Géochronique de m'avoir donné l'opportunité de présenter ces travaux là, menés depuis 10-15 ans sur les bassins carbonifères permiens. Et je vais vous présenter là pendant 15-20 minutes le contenu du Géochronique. Juste pour qu'on soit bien d'accord, ces bassins carbonifères permiens, donc ce sont des bassins sédimentaires continentaux qui sont déposés aux alentours de 300 millions d'années, un peu avant, un peu après. Remplissage de silicoclastiques, de roches détritiques, bref, des grès, des conglomérats, des siltites, des argilites, et un peu de charbon, soit de couleur noire en fait pour les remplissages sédimentaires, les purges en matière organique, ou de couleur rouge comme vous le voyez à l'écran sur la couverture de Géochronique, qui est photo qui a été prise sur le bassin permien de l'Odève. Pour commencer la présentation, euh, non, la diapositive ne passe que comme ça, c'est bon. On va faire un saut dans le temps, en arrière, d'une quarantaine d'années, dans les années 80. C'était en fait les années 80, l'âge d'or de l'étude des bassins carbonifères permiens. C'était le temps des grandes synthèses géologiques produites par le BRGM sur les différents bassins sédimentaires carbonifères permiens du territoire métropolitain. C'était l'époque de l'exploration du charbon principalement, de l'uranium aussi, par exemple dans le bassin de l'Odève. Donc de très nombreux travaux à cette époque liés aux ressources, comme je viens de le dire, et aussi en fait au développement de nouveaux concepts scientifiques, comme le concept d'extension tardio-orogénique appliqué à la chaîne Varisque, donc de désépaississement crustal, de mise en place de grands détachements qui contrôlent la sédimentation de bassins sédimentaires carbonifères permiens dont je vais vous parler aujourd'hui pour partie. À cette époque-là, beaucoup d'études, depuis finalement assez peu, une activité scientifique assez réduite et comparativement bien sûr aux bassins sédimentaires d'âge mésocénozoïque. Et depuis en fait une dizaine, quinzaine d'années, il y a un regain d'intérêt pour ces bassins sédimentaires. Euh, le BRGM y est sans doute pour beaucoup, avec l'aide de quelques collègues académiques, de plus en plus nombreux au fil des années. Et pourquoi finalement? Parce on les a travaillés de manière un peu différente. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Et finalement, c'est le contenu du géochronique.
beaucoup plus de données de subsurface, de données sismiques, de données de forage, des moyens analytiques évidemment par rapport aux années 80 nouveaux ou alors anciens mais avec des résolutions considérablement améliorées. On verra ça ensemble. Et ça permet de faire quoi? Donc ça permet, en plus de les étudier en surface à l'affleurement, comme ça a été le cas historiquement, c'est d'aller voir en fait ce qui se passe sous couverture mésozoïque, où sont cachés ces bassins anciens. Donc on peut avoir des informations qu'on n'avait pas ou peu sur leur localisation sous couverture, leur profondeur, l'épaisseur des dépôts, le style structural, les environnements de dépôts sédimentaires, le calage temporel, et donc évidemment à la fin, quand on met tout ça ensemble, avoir des infos sur la dynamique de bassin et le contexte dynamique si on dézoome un peu. Et ça, vous le verrez aussi, j'y tenais dans le géochronique, le lien direct avec les ressources naturelles potentielles, on y reviendra. Alors là, on va parler des bassins carbonifères permiens, de l'histoire Finivarisque. Évidemment, il faudra toujours garder en arrière-plan que cette histoire varisque, évidemment, s'enregistre beaucoup par des événements métamorphiques et magmatiques, mais nous, on va les aborder du point de vue bassin sédimentaire. Alors, les bassins carbonifères permiens en France métropolitaine, les figures que je présente, disons, pour la grande majorité sont issues du dossier de géochronique. Donc, la carte géologique de la France, euh, je ne sais pas si vous voyez ma souris sur l'écran, est-ce que vous pouvez me faire un signe? Oui, oui, on la voit, hein. On la voit, Alors, d'accord, très bien, on la voit. merci. Très bien. Donc, il se trouve à l'affleurement sur les zones de ce qu'on appelait de socle avant, de barisque. Donc, vous les voyez de couleur foncée ici, bleu foncé, noir foncé ou verte ici, voilà. Et on les trouve aussi donc en subsurface. Donc, ça, c'est une carte d'état des lieux il y a une année qu'on peut très largement améliorer. Donc, vous voyez ici de ces ensembles de couleurs bleues. En fait, c'est l'endroit où se trouvent ces bassins sédimentaires carbonifères permiens sous les bassins méso-cénozoïques. Voilà. Alors, rapidement, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose, un petit mot sur le contexte géodynamique et chronostratigraphique de ces bassins. Contexte chronostratigraphique, vous avez ici une échelle des temps. Donc, on se situe bien au Carbonifère, principalement Carbonifère supérieur à partir de 320 millions d'années jusqu'au Permien, autour de 270-260 millions d'années. On utilise en fait en Europe occidentale ces étages dont on a tous entendu parler, viséen, namurien, westphalien, stéphanien, autunien, qui ne font pas partie de la charte chronostratigraphique internationale, mais c'est tout aussi bien comme ça. D'un point de vue géodynamique, on va distinguer deux types de bassins. Des bassins d'avant-pays de type molasse, donc qui se mettent en place au front de la chaîne Varisque, principalement au front nord de la chaîne Varisque. Je vous montre ça juste après. Ou des bassins donc un peu plus récents, donc autour de 300 millions d'années, un peu plus jeunes, qui sont des bassins tardio-orogéniques ou post-orogéniques qui se mettent en place à la fin de cette histoire varisque, quand la chaîne, quand la croûte continentale retrouve son épaisseur initiale avec des grandes failles normales, des grands détachements. Voilà, ce deux types de bassins, je vous montrerai des exemples juste après. Alors, un petit point sur la méthode, je vous ai dit que finalement, on avait un peu plus d'infos dans les années 80 sur les bassins, en fait, sous couverture, les bassins cachés. Pourquoi? Parce qu'on utilise de la sismique pétrolière classique, qui a été tirée, je crois qu'il y a 300 000 km de sismique pétrolière qui a été tirée en France dans les années 60, 70, 80. Et donc cette sismique, en fait, les données brutes sont disponibles, on peut les récupérer, la retraiter et en produire des images, en fait, disons, du sous-sol donc de nos jours. Donc c'est ce qu'on a fait au BRGM depuis 10-15 ans, en particulier pour étudier ces bassins paléozoïques. On a récupéré des données anciennes sismiques, on les a retraitées pour produire des images interprétables, donc pas par les géologues. Donc ici, je ne m'arrête pas dans le détail, tout ça, de toute façon, vous le trouverez dans le géochronique. La partie importante là, c'est le traitement sismique pour arriver à droite à l'image, interprétable. Et vous avez ici une coupe sismique qui vient de la région Centre-Val de Loire. Vous voyez en bleu un épais bassin carbonifère permien de plus de 3 km, 4 km d'épaisseur, avec au-dessus le bassin de Paris mésozoïque. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'outil
qui a permis d'en savoir un peu plus sur la localisation, l'extension de ces bassins, dont finalement les affleurements représentent des témoins assez localisés. Alors, trois exemples qui sont détaillés dans le volume de dossier spécial de géochronique. Le premier, c'est le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Donc ici, on est plutôt, j'ai mis une petite carte, vous voyez, on se trouve ici dans les Hauts-de-France. D'un point de vue géologique, on se trouve au front de la chaîne Varisque. Et ici, donc, on a retraité, dans le cadre d'une thèse, avec la thèse de Aurore Laurent d'ailleurs, on a retraité plus de 500 km de profil sismique qui recoupe le front Varisque. C'est ce qui est illustré sur cette figure-là. Vous avez la ligne sismique non interprétée, la ligne sismique interprétée. Vous voyez le chauchement principal ici du front nord Varisque qui transporte des unités allochtones. Euh, En jaune ici, ce sont les sédiments carbonifères. Il n'y a pas de Permien ici, donc westphalien, stéphanien, qui représente la molasse Varis qui s'est déposée au front des chauchements. Et dessous, et on y reviendra, il y a ici une série carbonatée carbonifère aussi, d'âge donc viséen, donc sur laquelle repose la série sédimentaire d'avant-pays. Voilà. En même temps a été construit un modèle géologique 3D par l'étudiante de l'ensemble du secteur. Et c'est bien la première fois qu'on avait on arrive à obtenir en fait une géométrie cohérente en trois dimensions sur l'ensemble de la partie est des Hauts-de-France, de la zone du front nord-Varisque, qui est extrêmement complexe structurellement. On a du détail maintenant sur les différentes successions chevauchantes, sur l'écaillage des séries carbonifères, que ce soit la série molassique ou la série viséenne sous-jacente. Un deuxième exemple, en Lorraine, cette fois-ci, c'est des travaux qu'on mène depuis plusieurs années, qui ont été formalisés il y a une année ou deux par le postdoc de Romain Malsdel. Donc oui, à chaque fois, en fait, j'ai mis un extrait, en fait, un print screen du géochronique. Comme ça, vous voyez les différents auteurs. Évidemment, moi, j'ai coordonné le dossier, mais il y a plein d'autres personnes qui ont beaucoup travaillé. Donc à chaque fois, vous voyez si jamais qui est intervenu là pour les différentes parties. Ici, en fait, dans cette région, euh, on a, enfin, j'ai pas peur des mots, un peu révolutionné la compréhension carbonifère et permienne finalement du secteur. Il y a un bassin épais de plusieurs kilomètres, jusqu'à 8 kilomètres de remplissage carbonifère permien, ce qui est quand même considérable. Sur cette coupe géologique, ici, vous voyez donc la ligne non interprétée, la ligne sismique interprétée. En bleu, le triage jurassique crétacé vers l'ouest du bassin de Paris. Et dessous, l'autre monde, le monde carbonifère permien, lorrain. Euh, En fait, ce qu'on a montré, et ça c'est totalement nouveau, c'est que la majorité du remplissage des séries westphaliennes, autour de 305-310 millions d'années, sont des séries molassiques en fait d'avant-pays, alors cette fois-ci derrière la suture et non pas au fond de la chaîne, donc en rétro-wedge, mais qui sont des séries donc synneurogéniques qui se mettent en place au devant de chevauchements vers le sud. Ensuite, en fait, voilà, des chevauchements comme ça qui se propagent vers le sud, et en fait, l'ensemble est repris en extension à la fin de l'orogénèse varisque avec des bassins donc stéphaniens-permiens, classiques, tardio-orogéniques, qui sont représentés en violet. Avant, en fait, ce bassin lorrain et son équivalent en Allemagne étaient considérés comme complètement extensifs depuis le début de son remplissage. On considère que c'est plus le cas désormais. On a pu après discuter des implications d'un point de vue géodynamique. Là encore, vous trouverez le détail dans le dossier de géochronique. Un troisième exemple, un peu plus au sud du massif central, au sud du bassin de Paris, disons, et au nord du massif central. Euh, on a travaillé là, c'est là que j'ai commencé moi à travailler historiquement sur les bassins stéphano-permiens, en particulier donc tardio-orogéniques, dans les années 2009-2013. Comme à chaque fois, en fait, c'est les données sismiques qui nous ont ouvert les yeux sur la géologie de ces bassins cachés, le mode de remplissage sédimentaire, le contrôle par faille, le schéma structural, euh, le sous-jacent géodynamique, etc., etc. Je rentrerai un peu plus dans le détail. Ici, de nombreux travaux étaient menés.
en fait, donc par moi-même, certes, par des étudiants en thèse comme Mathilde Mercuzot, par des postdocs comme Céline Lucassou, et vous voyez ici les collègues avec qui on a pu travailler de Rennes, de Dijon. Euh, En plus de la sismique, comme ici les bassins affleurent quand même, le bassin d'Autun, vous connaissez peut-être le nom, le bassin de Lomance, voilà. Et des travaux sur le terrain aussi, avec quelques affleurements assez rares pour tout dire, et aussi des travaux sur carottes, avec des levées de logs de carottes, de redéfinition des environnements de dépôt. Et typiquement, jusqu'à présent, il était plutôt considéré que tout ce remplissage cycloclastique était à tendance fluviatile, hein, je dis bien au sens le plus large, et il semblerait que même s'il y a toujours des niveaux fluviatiles qui sont préservés, enregistrés, la plupart des dépôts sont lacustres, avec des deltas qui se jettent dans des lacs. Voilà, tout ça est aussi détaillé dans le numéro géochronique. Un point important finalement, c'est que, alors pour ce secteur-là, mais c'est vrai partout finalement sur le territoire métropolitain, ces bassins sédimentaires tardierogéniques sont en fait des bassins bien plus étendus et épais qu'envisagé initialement. Comme je disais tout à l'heure, les points d'affleurement sont très localisés et représentent finalement ce qui reste à l'affleurement de bassins beaucoup plus étendus, beaucoup plus épais qu'escompté. Dans la région centre, le dépôt centre maximal est de 4 km d'épaisseur de remplissage carbonifère permien. Alors oui, ça c'est un encart. Après l'encart sur les données sismiques du géochronique, on a essayé de faire un encart aussi sur la datation radiométrique de ces bassins. Comme je vous l'ai dit, ce sont des bassins sédimentaires à remplissage cycloclastique, euh, avec peu de fossiles finalement fiables, entre guillemets. Il n'y avait pas, jusqu'à très peu, finalement, de datation absolue, d'âge absolu en millions d'années, sur beaucoup de ces bassins. Alors, il y a un effort là qui a été produit et qui est toujours en cours de la communauté académique française pour dater ces bassins. Lorsqu'on date, en fait, ce sont des niveaux de cendres interstratifiés. À cette époque-là, il y a un volcanisme qui est relativement généralisé, qui se traduit par des niveaux de cendres interstratifiés dans les séries sédimentaires, qu'on appelle des cinérites, qu'on appelle ensuite des tonsteins parce qu'ils sont argilisés. Et à l'intérieur, il y a des zircons, des apatites, qu'on peut dater selon des méthodes d'uranium-plomb diverses et variées, et obtenir des âges absolus en millions d'années. Et il faut le faire dès qu'on peut parce que, pour prendre l'exemple du bassin de Lomance ici, il est apparu que les remplissages étaient 10 millions d'années plus vieux que ce qu'on pensait. Et quant au bassin de Sainte-Afrique, ici dans le sud de la France, il s'est avéré que les dépôts étaient en fait, sont 10 millions d'années plus jeunes qu'escompté. Vous voyez, donc avoir des âges en millions d'années, ça peut aider après pour discuter des comparaisons interbassins, etc., etc. Alors, une dernière partie de ce dossier de géochronique concerne finalement la place de ces bassins sédimentaires paléozoïques dans la transition énergétique. J'ai demandé à plusieurs personnes d'intervenir dans ce dossier pour montrer que finalement ces bassins sédimentaires avaient toute leur place dans cette transition énergétique. Alors, enfin, a priori, hein, exit le charbon, euh, exit l'uranium, mais pourquoi pas y rechercher de l'hélium. Donc j'ai demandé à 45 Week Energy, qui est une startup qui travaille sur la recherche d'hélium, de produire un petit article parce qu'il s'avère que ces bassins carbonifères permiens en fait sont potentiellement des gros réservoirs d'hélium, et dans chaque permis d'exploration de cette startup en fait ce sont des bassins permiens qui ont l'air d'être les cibles privilégiées. Dans les Hauts-de-France, en fait, je vous ai parlé tout à l'heure du front nord-varisque, du chauchement principal, des pots molassiques, et puis je vous ai dit qu'il reposait sur une série carbonatée viséenne. Eh bien, cette série carbonatée viséenne fait l'objet d'exploration pour la géothermie. On sait que ce sont des séries qui sont productrices en géothermie en Belgique, et l'idée, en fait, donc je suis de l'autre côté de la frontière, et l'idée, en fait, c'est d'avoir des doublés producteurs en géothermie dans les Hauts-de-France, et il y a des projets qui vont dans ce sens en ce moment.
J'ai demandé aussi à une autre entreprise, la Française de l'énergie, de nous parler du bassin lorrain et du bassin houiller, parce qu'en fait, ils continuent en fait de travailler sur ces objets. Alors, dans les Hauts-de-France, ils extraient en fait le méthane, hein, le grisou des mineurs. Le méthane en fait qui est relargué par les veines de charbon, ils l'extraient en fait pour le remettre dans le réseau. Dans le bassin lorrain, euh, ils ont travaillé et continuent à travailler sur les ressources en colbet de méthane, donc en gaz de houille. Il y a des réflexions qui sont menées aussi pour stocker le CO2 en fait dans les veines de charbon, couplées avec d'ailleurs l'extraction de méthane, et de manière encore plus récente, des projets menés avec des collègues de Nancy, avec les collègues du BRGM, sur les ressources en hydrogène. Et un dernier exemple que vous trouverez dans ce dossier géochronique sur le bassin permien de l'Odève, donc dans le sud de la France, qui est un bassin très étudié depuis très longtemps, toujours étudié d'ailleurs avec des thèses qui vont se lancer encore dans les années qui viennent. C'est un bassin dans lequel on trouve des hydrocarbures et des minéralisations. Et donc Michel Lopez de l'Université de Montpellier nous montre l'état de l'art du fonctionnement en fait et la migration de ces différentes ressources au cours du fonctionnement du bassin. Alors, dans le dossier géochronique, il y a toujours une réalité terrain. Alors moi, je vous ai parlé beaucoup de données de subsurface parce qu'elles ont été importantes pour en fait la mise à jour de la connaissance de ces bassins récemment. Et en fait, pour la réalité terrain, bah, je vous ai parlé du bassin de l'Odève juste avant, et donc bah, je vous parle du bassin de l'Odève maintenant. Donc vous pourrez vous promener en suivant alors, une dizaine d'arrêts dans le bassin de l'Odève, qui est quand même un bon exemple, qui affleure très bien, dans lequel on peut observer de très beaux affleurements à la fois du Carbonifère terminal, des faciès stéphaniens, et aussi des remplissages sédimentaires du Permien, de l'Autunien en particulier, et des séries sous-jacentes. Donc bon, vous avez ici à l'écran quelques exemples. Les différents stops sont bien indiqués avec de beaux panoramas, de beaux arrêts. Et bon, je ne suis pas très objectif, mais c'est une très belle excursion. Dans ce dossier de géochronique aussi, et moi j'y tenais, alors c'est en dehors du dossier, c'est au début du volume. En fait, dans les pages orange, patrimoine géologique et minier du bassin carbonifère et permien de la France, c'est collègue Nicolas Charles donc, qui a rédigé cette partie. L'idée, c'est au-delà des aspects scientifiques, au-delà des aspects de ressources, c'est de montrer qu'il y a aussi finalement un héritage intéressant, un patrimoine intéressant conservé autour de la géologie de ces bassins. Alors bon, j'ai mis des exemples ici, hein, encore le bassin de l'Odève, me direz-vous, et au nord, en fait, ce sont les terrils jumeaux qu'on trouve près de Lens, qui sont le résultat d'exploitation des mines de charbon. Voilà, donc et à gauche une carte avec tous les endroits remarquables principaux où vous pouvez voir de beaux affleurements sur les bassins carbonifères permiens et aussi finalement en rouge des musées associés. Alors souvent des musées associés au charbon pour le coup, parce que ce sont ces bassins carbonifères et permiens qui ont fourni le charbon en France depuis la révolution industrielle jusqu'à la fin de la fermeture de la dernière mine en 2004 en Lorraine. Je mentionne ici le projet Coal Heritage, qui est un projet européen sur lequel je travaille et qui cherche à mettre en avant finalement ce patrimoine industriel mais aussi géologique rattaché en fait à l'exploitation des mines de euh, charbon issu de ces séries sédimentaires anciennes. Alors pour terminer, bah, merci à vous de m'avoir écouté. Merci à tous les contributeurs. J'ai remercié vraiment chaleureusement d'avoir passé du temps pour construire ce beau dossier. Et je voudrais finir sur une sorte de clin d'œil, en fait, prospective en forme de clin d'œil, évidemment, vous m'en voudrez pas. À gauche, en fait, j'ai retrouvé il y a quelques mois un ancien volume de la chronique de la recherche minière, qui était une revue du BRGM, et qui ciblait les bassins carbonifères permiens en particulier et leurs ressources. Bon, l'année dernière, donc j'ai eu la chance de pouvoir coordonner ce volume de géochronique sur les bassins carbonifères permiens dont je viens de vous parler.
Et en fait, je conclus en fait avec, pour rigoler, hein, avec cette couverture de PEPR Magazine qui n'existe pas évidemment, de 2029. Tout ce que je vous ai raconté, en fait, c'est finalement ce qui est nouveau depuis 10-15 ans, hein. C'est la mise à jour de la connaissance. C'est pas une fin en soi. Je pense qu'on est ici à un point d'étape. Il reste beaucoup à faire sur ces bassins carbonifères permiens, sur des aspects connaissances fondamentales certainement, et aussi sur les ressources associées. Et c'est ça que j'ai voulu en fait mettre en avant avec ce magazine fictif. Et donc cette couverture fictive. Et puis bah, je vous laisse lire le sommaire en fait en espérant qu'on arrive à en faire au moins la moitié dans les 5 à 10 ans qui viennent. Ces bassins méritent la peine d'être étudiés encore un peu plus en détail. Voilà, je vous remercie et pour votre attention, puis j'attends vos questions. Bien, ben, merci Laurent. Bon, je voudrais souligner effectivement que ce numéro est très très intéressant. Personnellement, il m'a énormément intéressé. J'aime bien en tant que rédacteur en chef tous les dossiers de géochronique, évidemment. Mais j'avoue que celui-là, qui nous a permis de découvrir toute l'extension de ces bassins qui sont finalement très peu affleurants et assez peu connus en surface, hein. Tout ce qu'on en connaissait, c'était de l'extrapolation à partir de la surface. Et donc l'apport de toutes les données que tu as mentionnées, sismiques, orage, apporte énormément. Et c'est vrai que c'est très intéressant et c'est vraiment de belles découvertes de voir que ces bassins, finalement, ils sont quand même d'extension. Ce qui en reste, c'est malgré tout des bassins de très grande extension, sous les couvertures plus récentes. Je voudrais vous signaler également qu'au mois de mars, pardon, dans le numéro de septembre prochain, dans Géochronique, nous aurons un article rédigé par Frédéric Christofoul et Marcus Arets de Toulouse sur le bassin stéphanien de Lecasville. Donc voilà, c'est une information sur un sujet identique, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en vois pas. Moi, j'aurais peut-être puisqu'il n'y en a pas, je vais poser moi une question. Tu as dit tout à l'heure en introduction que, il y avait eu un intervalle de temps assez important entre la prise en compte à nouveau de ces bassins permiens par le BRGM et puis ils avaient été abandonnés pendant quelques années au niveau de la recherche. Alors, qu'est-ce qui a conduit le BRGM à reprendre donc ces recherches et ces travaux Oui, sur bah, ces bassins carbonifères permiens? oui, la réponse est très simple pour le coup. Bah, c'est moi de fait, quoi. C'est moi qui ai voulu. C'est moi pourquoi, très rapidement, hein, je vais pas raconter ma vie là, mais en fait, je travaillais auparavant à Lausanne pendant 3-4 ans sur l'extension tardivogénique, mais dans le domaine égéen, en Turquie en particulier, où je travaillais sur des bassins associés à des grandes failles normales, des grandes zones de détachement, et à l'exhumation de roches crustales profondes, des corps complexes en fait. Et quand je suis arrivé au BRGM, j'ai eu l'opportunité de travailler sur des profils sismiques dans la région Centre-Val de Loire. Et j'ai vu les images, j'ai vu le bassin mésozoïque du bassin les remplissages mésozoïques du bassin de Paris là, qui faisait la pellicule et dessus, puis surtout j'ai vu ce qu'il y avait dessous. C'est ça qui m'intéressait là et j'ai creusé le sujet. C'était l'histoire. Alors on n'était plus dans l'histoire tardi-orogénique du domaine égéen, mais tardive à risque, mais ça m'allait très bien. Et en fait, j'ai continué autant que se peut à travailler sur ces bassins depuis. Parce que ça m'intéresse de travailler sur la transition sein post-orogénique en fait. Et bon an mal an, voilà, j'ai pu continuer à travailler avec des collaborations alors de plus en plus nombreuses, hein, en dehors du BRGM mais aussi au BRGM. Je remercie mes collègues géophysiciens en particulier avec qui j'ai quand même pas mal travaillé sur la récupération des données sismiques, le traitement, voilà, parce que sans ça évidemment, moi j'aurais pas pu interpréter tous ces profils. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, c'est mon histoire scientifique quand je suis arrivé au Bergem que j'ai mis en œuvre sur le Varisque. Et depuis, évidemment, bah, c'est pour ça. Bah, d'ailleurs, c'est pour ça que vous m'avez demandé de faire un numéro de géochronique. C'est que ça a bien marché.
de plus en plus de collaboration et on se rend compte que ben, dans cette dernière partie là sur les ressources en particulier, qu'il y a largement de quoi faire aussi et c'est ça qui intéressera le BRGM, c'est que au BRGM on regarde les deux côtés, hein. D'un côté la science, les résultats scientifiques Mhm. et en même temps c'est un peu notre force, les applications associées, les ressources. D'accord, ben, félicitations donc, pour cette relance et puis pour les résultats obtenus qui sont tout à fait remarquables. Donc, ben, écoute, puisqu'il n'y a pas d'autres questions apparemment, donc je rappelle encore une fois que ce webinaire sera disponible dans les heures qui viennent sur YouTube. Donc, je te remercie donc, ainsi que tous les auteurs là, qui ont participé à ce numéro. Et donc, ben, je vous souhaite à tous de bonnes vacances d'été et à bientôt. Oui, Au merci revoir. beaucoup hein, pour l'invitation. Au revoir, bon après-midi. Merci. Bye bye, au revoir.